que comme certains d'entre vous le savent, ça fait un petit moment que je travaille sur la thématique de l'agriculture urbaine, notamment en Tananarive. Je suis aussi aujourd'hui responsable d'une équipe de recherche en France sur le thème des agricultures urbaines. Et donc c'est un vrai plaisir de voir d'une part certains visages connus, et puis d'autre part beaucoup de jeunes, et ça c'est particulièrement important lorsqu'on veut assurer la pérennité des recherches et des travaux sur ces thèmes. Donc on va vous parler aujourd'hui de la dynamique d'évolution de l'agriculture urbaine à Antananarive, en vous présentant un très bref historique. On n'est pas historienne, donc on ne va pas trop s'attarder dessus, mais surtout en vous présentant un certain nombre de données issues des travaux que nous avons faits il y a déjà quelques années sur l'agriculture de Tana, et on s'interrogera sur ces évolutions. Et je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de voir qu'au CIRAD se monte une thèse qui est menée donc par Laurence sur cette agriculture urbaine et ses évolutions. Donc sans plus tarder, quelques éléments. Comme vous le savez tous, Tana, c'est presque la fille de la riziculture. Cette ville s'est fondée autour d'une plaine rizicole, et cette plaine rizicole, c'est le fondement de la civilisation des Hautes-Terres malgaches, avec traditionnellement un habitat sur les collines et la riziculture dans la plaine. Alors ces liens très forts entre la ville et la campagne perdurent donc depuis des siècles, et cette agriculture, c'est une source de revenus pour la ville, une source d'approvisionnement bien sûr, c'est une source aussi pour la nation. Ça a un rôle d'approvisionnement alimentaire continu, alors, qui va suivre pour partie l'évolution démographique de la ville. Et il y a aussi entre la ville et la campagne des liens de solidarité réciproques, en particulier lorsque le pays connaît des crises. Moi, on a lancé le premier programme de recherche sur l'agriculture urbaine en 2002, et vous savez qu'à cette époque-là, il y a eu des soucis d'approvisionnement alimentaire de Tana, pour lesquels l'agriculture dans et autour de Tana a joué un rôle important. Alors, la ville d'Antananarive connaît une croissance démographique forte, qui est de fait plus importante aujourd'hui en périphérie qu'au centre. En termes de croissance globale, quand nous avons commencé nos travaux dans un projet qui s'appelait ADURA, donc Analyse de la durabilité de l'agriculture urbaine en Antananarive, donc entre 2003 et 2008, nous étions à peu près à 1,7 million d'habitants. Aujourd'hui, on serait autour de 2,5, 2,6, 2,7 millions d'habitants. Ça veut dire un quasi-doublement en 10-12 ans. Mais ça reste une ville à taille humaine, donc qui grandit en englobant pour partie les villes, les bourgs et les villages, notamment royaux, de sa périphérie, comme vous pouvez le voir sur ces cartes. Donc cette croissance démographique forte, elle se fait avec néanmoins une présence importante et une résistance quelque part de l'agriculture dans et autour de la ville. Alors on a vu l'exemple de Dakar avec une expansion extrêmement forte. L'expansion de Tana est forte aussi, mais il reste une surface importante, près d'un tiers de la commune urbaine d'Antananarive est agricole, ce qui est quand même tout à fait remarquable. Et en 2001, il y avait eu une enquête portant sur les activités des ménages. Donc ça fait déjà un certain temps, et on avait remarqué qu'à ce moment-là, 18% des ménages de la ville de Tana avaient une activité agricole plus ou moins partielle. Bien sûr, dans les communes périphériques, c'est beaucoup plus que ça. Donc on est quand même dans une ville agricole avec une grande diversité de systèmes, tant au sein même de la CUA que dans les communes aux alentours. Donc ces systèmes agricoles de l'agriculture urbaine, intra- et périurbaine, sont très diversifiés. On va du jardinage ou de petits systèmes d'agriculture intra-urbaine dont on parlera un petit peu plus profondément demain après-midi en vous présentant le projet OLNA, agriculture urbaine low space, no space en Antananarive. Je dois dire que ce mot provient de la directrice du RUAF, Marielle Dubeling, avec laquelle nous avons pensé à ce projet en 2009. Et voilà, dans ces dispositifs de culture intra-urbain, il y a une grande diversité de contenants. Donc ça, c'est du jardinage intra-urbain. Mais l'agriculture intra-urbaine, c'est aussi la monoculture de cresson. On voit aussi dans toute la ville, en Bandie et ailleurs. C'est aussi beaucoup de polyculture,
riz, maraîchage, élevage. C'est parfois que des élevages laitiers ou d'autres élevages, dans et autour de la ville. Une seconde caractéristique, au-delà de cette diversité considérable des formes d'agriculture dans et autour de la ville, c'est le fait que cette agriculture, comme toutes les agricultures urbaines, est en relation étroite avec la ville, et notamment à travers des formes de pluriactivité des chefs de ménage agricoles ou de membres de leur famille. Alors, la nature de ces activités et l'intensité de ces activités pour assurer les revenus du ménage agricole sont très variées, et variées en particulier en fonction de la distance à la ville. Clairement, lorsque l'on est dans un village périurbain qui est facilement relié à Tana, il y a beaucoup de gens qui viennent travailler à Tana, et donc les agriculteurs sont souvent eux-mêmes double actifs et ont des systèmes de production qui sont adaptés à cette double activité. En particulier, s'ils font du maraîchage, ils font plutôt des légumes à cycle court qui demandent relativement peu de travail, et souvent, en tout cas pour une partie d'entre eux, ils viennent les vendre en direct à la ville. Bien sûr, lorsqu'on est plus loin de la ville, on n'a pas tout à fait ces systèmes-là. Troisième grande caractéristique de ces agricultures intra- et périurbaines, c'est que finalement l'agriculture et les activités annexes procurent différentes formes de revenus. Alors bien sûr, c'est la vente des produits agricoles par différents canaux, des circuits directs ou indirects, de la vente à des grossistes aussi de manière très importante. C'est aussi à travers la main-d'œuvre, donc complémentarité ou parfois concurrence d'ailleurs pour la main-d'œuvre entre l'agriculture et les activités urbaines. C'est, et vous connaissez tous ce phénomène aussi, la briqueterie, donc finalement la fabrication de briques à partir du sol agricole, ce qui est bien sûr une activité minière et qui contrecarre quand même fortement le devenir agricole des terres où on a fait de la briqueterie, mais c'est aussi d'autres activités, comme par exemple sur cette slide, le transport avec des charrettes, hein, donc tout un tas d'activités qui sont menées par les ménages agricoles à côté ou en complément de l'agriculture. Et puis bien sûr, il y a des activités salariées dans les emplois véritablement urbains, hein, dans les usines, auprès des ménages, etc. Alors, le thème de ce colloque, c'est nourrir la ville. Donc, en quoi est-ce que cette agriculture, hein, présente un peu partout sous des formes diverses, contribue à nourrir la ville? Alors, les chiffres que je vais vous montrer là, donc, sont issus de ce fameux projet ADURA, analyse de la durabilité de l'agriculture dans l'agglomération d'Antananarive, donc projet que nous avons mené en collaboration, donc j'ai eu l'honneur et le plaisir de coordonner avec ma collègue, le professeur Jocelyne Ramamunjisou du département de géographie de l'université de Tana, et ce projet a, pendant 6 ans, fait travailler ensemble donc l'université de Tana, le département de géographie, l'ESA, école des sciences agronomiques, le département de chimie de l'environnement, et puis le CIRAD, le FOFIFA, et puis bien sûr l'INRA. Donc nous avons fait tout un tas d'enquêtes, hein, auprès de producteurs, auprès de consommateurs. Quand je dis tout un tas, c'est plusieurs centaines chaque fois, hein, au cours de plusieurs années, avec la participation tout à fait efficace des étudiants qui nous ont beaucoup apporté. Et donc les résultats, en voilà quelques-uns. On n'a pu travailler que sur certains produits. Je dois signaler qu'ici comme ailleurs, et c'est partout le cas, dans le monde entier, on a très peu de données sur l'agriculture urbaine. Donc il faut les fabriquer, ces données, et ça prend beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu par exemple que le cresson, dont on vient de parler, pratiquement toute la consommation des tananariviens provient de la ville de Tana, même parfois de ses bordures même. Et parfois même, cette ville de Tana exporte, hein, du cresson vers d'autres villes. Pour un certain nombre de produits frais, ça c'est une constante dans beaucoup de villes du Sud, et notamment de villes africaines, les produits périssables, les fruits, les légumes, proviennent de l'intra ou du périurbain proche, pour des raisons très simples. Ce sont des produits périssables, il n'y a pas forcément beaucoup d'infrastructures routières adéquates, il n'y a pas forcément de véhicules réfrigérés, donc si on veut manger frais, il faut le produire à proximité. C'est le cas par exemple ici de la tomate ou du chou-fleur, hein, 80 à 100% des produits qui sont fabriqués dans l'intra ou dans le périurbain proche. On n'avait pas beaucoup travaillé dans le cadre d'Adura sur l'élevage, mais comme on vient de le voir avec Abou sur la ville de Dakar, on a un développement considérable, Laurence va y revenir, de l'élevage notamment avicole, hein, et on sait qu'on avait déjà à l'époque une grande partie, probablement plus de 90% des œufs, hein, et probablement plus de 90% des poulets de chair consommés à Tana qui provenaient de l'intra ou du périurbain. Et puis, ça c'est un point peut-être un petit peu plus original,
je vous ai dit que Tana était une plaine risicole, il suffit de le traverser pour s'en rendre compte, et bien finalement le riz consommé à Tana provient pour entre 12 et 18%, un petit peu moins d'un cinquième, de Tana même, ou des communes vraiment très proches. Ça, c'était la situation en 2004. Bien sûr, la variabilité vient notamment de la variabilité des rendements entre années, et cette proportion du riz participant à l'approvisionnement alimentaire de Tana, c'était pour partie l'autoconsommation des ménages agricoles, mais c'est ce qu'on avait montré notamment avec Marie-Hélène Daba du CIRAD, c'était aussi les familles élargies, c'est-à-dire les familles qui ne résident pas sur l'exploitation, mais résident dans Tana ou ses environs et qui ont quelque part un droit de regard sur la terre risicole. Alors, au-delà de ces aspects quantitatifs, qui, comme vous le voyez, sont tout à fait importants, c'est-à-dire que Tana vit effectivement largement sur son agriculture intra- et périurbaine, on a aussi un effet de temporalité, c'est-à-dire que, par exemple, le riz, le varialou, par exemple, arrive à un moment sur le marché de Tana où il n'y a pas beaucoup de concurrence avec les autres riz, notamment ceux qui viennent du lac à Laouch. Donc, on a vraiment quelque chose qui est important quantitativement et qui est important en termes de période pendant lesquels ces produits arrivent. On pourrait montrer la même chose sur un certain nombre de légumes. Voilà, donc ça, c'était des éléments quantitatifs. Encore une fois, il a fallu les établir parce qu'ils n'existaient pas. Et c'est une situation très commune dans toutes les villes où on travaille sur l'agriculture urbaine. Donc ça, c'était la situation, on va dire, entre 2004, 2005, 2006. Donc il y a une dizaine d'années. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est ? Le travail de Laurence commence, il n'est donc pas fini. Et néanmoins, il y a un certain nombre d'indicateurs tout à fait intéressants. On pourrait y revenir après si vous voulez aussi pendant la discussion. Je lui laisse donc la parole. Place aux jeunes. Merci Christine. Bonjour mesdames et messieurs. Donc effectivement, comme l'a présenté Christine lors de dans la première partie, la présence de l'agriculture ici à Tana est encore très forte. Et ce depuis les origines de la ville, et elle contribue, d'après les études dont on dispose, et d'autres études qui corroborent ces faits, elle contribue de façon majeure encore aujourd'hui à l'approvisionnement du système alimentaire de la ville. Comme on l'a vu également, en parallèle, la ville évolue, la ville de Tana évolue vite, la population augmente, avec comme conséquence directe d'une part plus de personnes à loger, mais également plus de bouches à nourrir et plus de personnes sur le marché de l'emploi. Face à ça, la question qu'on s'est déjà posée ce matin et qu'on se pose tous aujourd'hui et auquel on essaye de trouver des réponses, c'est comment l'agriculture peut s'adapter à la ville, comment la ville peut s'adapter à l'agriculture. Et dans un premier temps, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe de façon spontanée. Donc ce que je vais essayer de vous présenter par quelques exemples, c'est finalement qu'est-ce qu'on observe pour l'instant, quelles sont les formes d'évolution de l'agriculture ici à Tana. Et je vais illustrer ça à travers 4 exemples. Donc, premier type de changement, qui est un constat assez logique et classique, c'est la disparition progressive des terres agricoles. Donc on l'observe autour de nous, les parcelles de riz certaines parcelles de riz sont progressivement remblayées. On a des parcelles qui, il y a quelques années, produisaient du cresson, qui aujourd'hui sont laissées à l'abandon. Mais quelle est la situation réelle ? Quelle est cette avancée de la ville par rapport à l'agriculture ? Et là, vous voyez sur la carte la situation en 2002. C'est une personne qui a travaillé à l'IMV qui a délimité ça, qui s'appelle Colin Monaret, sur base des images Google Earth. Donc voilà, en 2002, la situation de l'agriculture à Tana. Vous voyez, vous reconnaissez au nord la grande plaine risicole du Betsim Tatach, et en intra-urbain, les plus petites parcelles généralement de cresson, qui sont situées dans les vallons intra-urbains, vraiment intriqués avec le bâti au sein de la ville. Et l'analyse des images en 2016, voilà, nous montre ici directement le grignotage, le mitage progressif de ces parcelles agricoles, avec une diminution de 6% de la superficie totale. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate quand même qu'il y a des zones qui résistent mieux que d'autres. Donc voilà, on voit des zones, notamment là dans le sud-ouest, de la ville qui sont fort touchées par la pression du bâti, mais finalement, on peut dire que globalement, la plaine risicole résiste bien, elle se maintient globalement au niveau de la ville. Deuxième type de changement, c'est un exemple qui est moins intuitif.
un exemple en fait d'extension des terres agricoles dans une commune qui est située au sud de Tana, à même pas 10 km en fait, un peu plus que 10 km au sud de Tana. Donc je vous invite à voyager. J'espère que vous voyez un petit peu voilà, sur l'image satellitaire. En fait, pour ceux qui connaissent Madagascar, vous allez directement identifier le bas-fond risicole, ici, qu'on observe aussi sur l'image, et sur les pentes, puisque en fait c'est une colline, on voit la barre rocheuse au sommet de la colline, et bien sur les pentes, on voit des parcelles de maraîchage en bourrelets de berges qui sont situées là. Et voilà de nouveau la situation en 2002, avec la ligne blanche qui indique la limite des parcelles agricoles. Et on s'est amusé à regarder l'évolution de ces parcelles, l'évolution de la limite de ces parcelles. Et vous allez voir que, en fait, entre 2002 et 2016, les parcelles agricoles vont progressivement remonter quasiment jusqu'au sommet de la colline. Comme on l'a dit ce matin aussi, pour ceux qui connaissent Madagascar, c'est des parcelles qui sont situées sur des tannettes, donc des parcelles fortement en pente, des sols qui sont peu riches en matière organique et donc qui demandent un travail en main-d'œuvre et un enrichissement de la terre aussi, qui est très important. Donc, je vais vous faire la petite animation. Et qui démontre finalement, voilà, vous voyez, en 2011, je repasse un peu en arrière, donc 2002, ça monte, 2011, 2014 et 2016. Et voilà, donc on voit très clairement qu'une autre forme d'adaptation finalement de l'agriculture, c'est tout simplement l'extension des superficies agricoles. Dans le cas de cette commune, on a un petit peu pu rencontrer les gens qui étaient les responsables de cette extension, et c'est pour beaucoup des jeunes en fait qui ont des difficultés d'accès au foncier. L'espace est saturé dans les bas-fonds, au niveau des maraîchages aussi, et finalement leur façon d'accéder à la terre, c'est d'aller dans des zones qui sont beaucoup moins propices a priori à l'agriculture. Voilà. Troisième type de changement qu'on a beaucoup rencontré, c'est des formes d'intensification du maraîchage. Face à la demande urbaine, mais aussi face à la pression de nouveau du bâti sur les parcelles agricoles, et face à une autre contrainte très importante pour les maraîchers, c'est face aux contraintes en eau. Il y a de plus en plus de difficultés d'accès à l'eau. Bon, avec cette année en particulier, la sécheresse qui a frappé le pays, puis le cyclone, ça fait des cycles de plus en plus complexes pour les producteurs. Et donc il y a différentes formes d'intensification. La première, c'est tout simplement valoriser au maximum et au mieux les terrains dont on dispose. Comme il y a d'une part un morcellement avec les héritages et d'autre part, dans certains cas, des ventes pour la construction de maisons ou autres, eh bien, on va utiliser plusieurs fois une même terre au cours d'une année. Donc, sur les bas-fonds, par exemple, plutôt que faire seulement du riz, on va faire le riz pendant la saison des pluies, et après, on va faire un ou deux cycles de maraîchage. L'avantage aussi de la contre-saison sur les bas-fonds, c'est justement qu'en général, il y a un accès à l'eau qui est facilité du fait de la situation dans un bas-fond. Autre forme d'intensification, c'est l'évolution vers des cultures maraîchères à plus haute valeur ajoutée. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui avait été fort étudié à l'époque des projets Adura, et donc qui démontrait que déjà à l'époque, on avait une spécialisation de certaines zones qui se spécialisaient par exemple sur des espèces comme le navet, les asperges, le chou, les brocolis, qui ont une valeur plus importante sur le marché, mais éventuellement avec des cycles plus compliqués ou des cycles plus longs éventuellement, ou d'autres contraintes. Et ça, c'est notamment des choses qu'on observe en périphérie très proche de la ville. Autre et dernière forme d'intensification que je vais aborder ici, c'est l'utilisation croissante des intrants synthétiques et des produits phytosanitaires. Donc là, comme on le voit sur la courbe dont on dispose, il y a une multiplication par 10 des produits phytosanitaires qui sont utilisés. C'est confirmé par les enquêtes de terrain et par de nombreux opérateurs qui travaillent ici dans la zone. Il y a la majorité des produits maraîchers aujourd'hui ont recours aux produits phytosanitaires. Donc beaucoup de ces changements, ce n'est pas des changements qui datent d'aujourd'hui. Déjà dans les années 80, et même avant, il y avait de la contre-saison. Les intrants aussi, pesticides et autres, sont utilisés déjà depuis aussi de nombreuses années. Mais on peut dire qu'il semblerait qu'il y ait en tout cas confirmation de ces tendances et peut-être voir intensification de ces tendances, vu les pressions que subissent l'agriculture urbaine et périurbaine. Enfin, dernière forme de changement qu'on vous propose d'aborder, c'est
Un exemple très frappant, qui a déjà été abordé ce matin au niveau de Dakar, c'est l'augmentation et l'intensification des élevages avicoles. Là, d'après les chiffres dont on dispose, il y a 80 à 90% de la production qui vient réellement du périurbain proche. Donc tout le monde connaît la zone de Maïtz, qui est juste aux portes de Tana, aux portes du Grand Tana, et même des communes comme Anoussial ou en Bouillemang commencent à avoir des productions importantes de poulets de chair et poules pondeuses. D'après les chiffres là aussi dont on dispose, entre 1990 et 2003, il y a une augmentation de quasi 200% du nombre de têtes de poulets de chair. Donc on voit que c'est très rapide. Ouais, c'est très fort en tout cas. Alors c'est des élevages intensifs, là vous voyez sur l'image, soit ils sont tous avec des races améliorées importées, c'est sous forme d'élevage hors sol et avec une alimentation industrielle sous forme de provende, avec vitamines et éventuellement antibiotiques lorsque les poulets sont malades. Donc là à gauche on voit la dame qui nous montre, qui ouvre la porte pour nous montrer son élevage de poulets, donc poulets de chair. Elle a une centaine de têtes qu'elle a acquis récemment. Elle a profité notamment des marchés importants lors des fêtes. Et c'est dans sa propre maison qu'elle a installé, c'est une maison 4 pièces. Elle a réservé 3 pièces de la maison pour mettre les poulets. Et ils sont du coup à 8 dans la dernière pièce. Donc voilà. Et donc son idée, ce qu'elle nous expliquait, c'est qu'elle souhaite faire des bénéfices et construire à terme un abri pour les poulets pour réintégrer les pièces de la maison. Donc voilà. Et à droite, on voit un autre type d'élevage. Là, c'est des poules pondeuses. Là, c'est en batterie. Là, c'est un élevage qu'on a visité avec plus d'1 millier de têtes de poules pondeuses. Et vous voyez, là, il y a un bâtiment d'élevage parfaitement aux normes. Et ça reste évidemment plus ponctuel, mais il y a des élevages qui vont jusqu'à 10 000 têtes, apparemment, dans les zones de Maïtz et même des communes comme Anoussial, comme je disais. Et qui contribuent évidemment à l'approvisionnement en œufs et poulet. Okay, merci. Donc, la question qu'on se pose, c'est l'agriculture change face à la ville et l'agriculture donc coévoluent, et quelles sont les conséquences de ces mutations pour le système alimentaire, thème du colloque aujourd'hui. Alors, on n'a encore que des éléments, disons, premiers à partager avec vous. Donc, premièrement, comme on l'a vu, l'agriculture urbaine contribue directement et au système alimentaire de la ville et aux possibilités de diversification alimentaire de la population, que ce soit sous forme de protéines, de vitamines et autres à travers les légumes. Mais en parallèle, on l'a vu également, il y a des questionnements par rapport à la qualité sanitaire de certains de ces produits dans certaines filières. Donc il ne faut pas faire d'amalgame, mais il y a quand même certaines filières, par exemple au niveau du maraîchage, c'est moins les quantités de produits qui semblent poser problème, parce que même s'il y a une forte augmentation des quantités de pesticides qui sont utilisées, ça reste en deçà de ce qu'on peut trouver dans d'autres pays, notamment des pays industrialisés. Mais par contre, c'est plutôt le mauvais usage qui est fait en général de ces produits. Donc plusieurs études dont on dispose actuellement montrent qu'il y a parfois des confusions, donc mauvaise identification de la peste, mauvaise information au niveau des revendeurs qui sont souvent des revendeurs informels au niveau des marchés, qui vendent des produits sans étiquette, etc. Bien qu'il existe des filières agréées, mais qui sont moins accessibles ou plus chères pour les producteurs. Et du coup, on a trouvé des cas où des producteurs utilisaient du fongicide, donc normalement contre les champignons pour des chenilles, ou des produits qui sont normalement réservés comme le Nuvan, plutôt pour des usages domestiques sur des produits. Il y a aussi un problème de respect des temps de latence en général. Donc voilà, en tout cas, il y a des questionnements sur l'utilisation de ces produits. Même chose au niveau des cressonnières, ça c'est aussi quelque chose qui avait été étudié au temps d'Adura et projet Calisan, qui avait démontré à l'époque qu'il y avait des contaminations dans certaines zones de la ville. De nouveau, ce n'est pas toutes les zones qui sont contaminées, mais dans certaines zones, il y a des pollutions bactériennes, contamination métaux lourds et fécales. Et enfin, d'autres chercheurs et personnes qui questionnent un petit peu la qualité de la viande dans certaines filières en termes de contamination aux hormones et antibiotiques. Voilà. Deuxième constat, on a parlé tout à l'heure des enjeux fonciers. Donc clairement, avec l'avancée de la ville, la construction de nouvelles routes et des constructions comme on a fait au niveau du bypass, ça augmente les enjeux fonciers. Il s'accentue dans certaines zones, dans beaucoup de zones, notamment celles qui sont les mieux reliées à la ville. Et on constate un recul, voire expulsion de certaines catégories pauvres pour qui l'agriculture représente un filet de sécurité majeur.
Donc en cas de problème, on a rencontré beaucoup de producteurs, c'est le cochon qu'on va vendre, c'est les 100 têtes de poulet ou les 10 têtes de poulet qui vont servir à soit de payer les frais de scolarité, soit de soigner une personne qui est malade. Et donc il y a un rôle réel d'amortisseur en fait, de crise qui a aussi été présent lors des crises en 2002 et en 2009, comme l'avait dit Christine, en termes là d'alimentation pour la ville. Enfin, pour terminer, finalement, quelle gouvernance de ce système agro-urbain? On a abordé ces questions ce matin. Bien sûr, il y a des organismes, des institutions qui sont responsables de l'élaboration de plans d'urbanisme. Il y en a eu de nombreux. Le dernier date de 2004. Il y a aussi l'IMV qui a élaboré, en partenariat avec la commune urbaine de Tana, un plan vert qui essaye de réfléchir justement au maintien de ces espaces agricoles, à la mise en place d'espaces verts pour la ville de Tana, etc. Mais il y a, vu le manque de moyens, il y a parfois une difficulté de mettre en application ces prescriptions qui sont prévues dans les plans et ces nombreuses études en fait, qui décrivent déjà la situation. Et donc, on constate malgré tout une croissance en partie incontrôlée de la ville, ce qui porte préjudice à la fois finalement au niveau urbain et au niveau rural. C'est pas que l'agriculture qui pâtit finalement de cette situation. Et en termes de perspective, donc justement, pour l'instant, il y a plusieurs plans qui sont en cours d'élaboration. Un nouveau plan d'urbanisme directeur qui est en cours d'élaboration au niveau du MEPAT et plusieurs plans d'urbanisme de détail. Il y a aussi plusieurs bailleurs qui sont en train de réfléchir et de soutenir ces initiatives. Donc voilà, il y a un foisonnement en fait, d'initiatives et d'idées qui essayent de travailler ces thématiques. Et pour finir, voilà, je vais me tourner vers la salle et je vais juste vous souhaiter une bonne poursuite de débat dans les prochains jours. Il y a beaucoup de questions par rapport à cette agriculture. Je crois qu'on va aborder aussi les questions un petit peu liées aux inondations de la ville, etc., de rôle que peut avoir l'agriculture, de zones tampons. Et finalement, je voulais aussi dire quel avenir pour ces agriculteurs et pour ces agricultures et pour tous ces agriculteurs, toutes ces familles qui vivent de ça. D'après les chiffres dont on dispose, même s'ils sont un peu anciens, ça représente 500 000 à peut-être jusqu'à 1 million de personnes qui en vivent ou qui en dépendent partiellement. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci Laurence, merci Christine, vous pouvez prendre place. Et donc 10 minutes pour les questions-réponses. Il va se lancer. Les populations des montagnes du monde. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez mentionné le plan vert et j'ai vu une année, 2006. Est-ce que ce plan vert, il a été actualisé ou il est ce qu'il était en 2006 ? Et une des questions que je pose avec ce qui s'est passé cette année par rapport à la ressource en eau, j'aimerais savoir si ce plan va être actualisé et s'il a tenu compte dans le temps du rôle des zones humides et même des systèmes de production irrigués qui, quelque part, jouent un rôle tampon et de réserve par rapport à la ressource en eau. Christelle, vous avez parlé de produits phytosanitaires et d'augmentation d'utilisation de ces produits phytosanitaires. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des organismes qui contrôlent justement ces utilisations ? Olivier, oui. J'habite surtout à zone périurbaine. Là, vous avez montré tout à l'heure, à 10 km de Tana, sur la zone sud. Oui, vous avez tout à fait raison à propos de l'extension de l'agriculture sur la colline. Mais est-ce que vous avez des suggestions? Parce qu'il y a des études en cours, là, maintenant, à propos de la briquetterie et la riziculture. Parce que pendant ces 10 dernières années, il y a une diminution progressive de la production de riz en relation avec cette briquetterie. Et la plupart des légumes viennent dans cette partie. Il y a aussi cette diminution de la production de légumes dans cette partie. Ok, merci. Merci pour toutes ces questions. Donc, je n'aurai pas forcément, Laurence peut-être pourra compléter les éléments de réponse précis à tout. Pour la première question, madame, sur le plan vert de 2006, alors en termes d'actualisation, je crois que c'est en cours, mais je laisserai peut-être les collègues de l'IMV ou du Bureau de développement de Antananarivo, s'il y a des personnes qui sont là, répondre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2006, on en parlera un tout petit peu cet après-midi, le plan vert avait effectivement tenu compte des rôles tampons, notamment, que la riziculture de la plaine de Betsimitach et d'autres pouvaient jouer, et avait abouti
à ce que le directeur d'alors, M. Ramef, disait, considérait que l'agriculture urbaine était le moyen le plus sûr et le moins cher d'assurer une certaine protection dont on en arrive vis-à-vis des inondations. Et donc, on était arrivé à une protection de 2000 hectares de rizières dans la plaine du Bet-Simitaj, au nom, pour partie, de leur fonction alimentaire, puisqu'elles contribuent à l'alimentation de la ville, mais d'abord au nom de leur rôle tampon vis-à-vis des inondations. Alors, au jour d'aujourd'hui, comme on n'a pas encore totalement actualisé la chose, il est probable qu'avec les infrastructures nouvelles qui ont été réalisées, une partie de ce rôle tampon soit atténuée, on va dire, sinon réduit, sachant que, comme dans tous les systèmes hydrauliques complexes, comme là une plaine risicole, à partir du moment où il y a un remblai à un endroit, bon, bien sûr, la surface du remblai saute par rapport à l'agriculture, mais finalement, tout le régime hydraulique autour est perturbé. Donc c'est vrai que ce sont des systèmes complexes et c'est très difficile finalement de construire dans des situations comme ça. Donc voilà, donc pour partie ça avait été pris en compte et quant à l'actualisation, je demanderai vraiment éventuellement à d'autres de compléter. Sur la deuxième question, puis je te passerai éventuellement la parole pour la suite. Alors, l'augmentation des produits phyto et contrôle. À vrai dire, aujourd'hui, moi je vais vous dire, je ne sais pas trop. C'est-à-dire que clairement, il est plus facile d'avoir des produits phytosanitaires en ville ou autour de la ville, c'est comme Laurence l'a dit, que, sauf dans certaines filières, par exemple comme le coton, que dans les zones rurales. Mais c'est vrai que la question du contrôle est complexe. C'est pas que d'ailleurs à Madagascar, c'est une manière très générale. Simplement, juste peut-être pour l'anecdote, quand on avait commencé des enquêtes sur les cressonnières dans les années 2004-2005 avec des étudiants de l'ESA, je dois avouer que j'avais eu très peur parce que j'entendais les paysans me parler de DDT. Alors j'ai commencé à paniquer en me disant « vache, on utilise du DDT ». Et non, en fait, c'était le terme générique que les paysans utilisent, et utilisent toujours d'ailleurs, apparemment, pour parler des produits phytosanitaires. Alors très vite, on avait vu qu'effectivement, c'était pas du DDT, mais comme l'a dit d'ailleurs Laurence, souvent, par exemple, des produits du type malathion, enfin des insecticides ou des fongicides utilisés parfois à mauvais escient. Donc, la question du contrôle, il y a certainement des contrôles qui existent. Après, la question, c'est la pratique agricole. Et ça, c'est pareil dans tous les pays. Entre le contrôle qui peut exister au niveau d'un État et la pratique agricole, il y a souvent une grosse différence et c'est très difficile à les contrôler, les pratiques agricoles, très, très précisément. Sur la troisième question, monsieur, c'est vrai que l'exemple de Bugumsar que nous a montré Laurence est particulièrement frappant. Alors, la briqueterie, oui, c'est un des gros problèmes. Et c'est le problème, en fait, de toutes les villes tropicales d'altitude qui ont des vallons en sol argileux. La brique, ça reste le matériau de construction le moins cher. Et il est clair que la briqueterie a, depuis des décennies, enfin au moins 2 décennies, été une source importante de retrait de terres agricoles à l'agriculture, précisément, parce qu'une fois qu'on a fait de la briqueterie pendant quelques années, le sol n'est plus utile. Ce qu'on avait vu dans les années 2004-2005, avant la construction du bypass à Lassour, c'était des stratégies de certains paysans qui avaient très bien compris que de toute façon ça allait être fichu pour eux, et donc qui faisaient de la briqueterie un peu intensive, qui obtenaient des permis de remblaiement. Au bout d'un moment, la commune a commencé à se dire tiens, c'est bizarre, il y en a plein par là qui vont. Et ce permis de remblaiement, c'était en fait une façon de sortir de l'agriculture, de fait. Et ils avaient anticipé ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire le fait que un certain nombre de terres ont été forcément mangées par cette construction. Donc voilà, la briqueterie, clairement, c'est un obstacle. Alors, des alternatives à la briqueterie, c'est pas facile. Je sais qu'il y a eu des projets de briques plus ou moins artificielles, etc., qui, à ma connaissance, n'ont pas marché, pour différentes raisons. Mais donc ça reste un problème important. Il reste que la construction, c'est aussi légitime. Donc il faut arriver à trouver peut-être des zones, c'est peut-être là où il faut aller dans la zonification, des zones où on dit, bon, allez, ok, là c'est fichu. Exemple, dans les jolies cartes que nous a montré Laurence, la zone Forello, à côté de Tanjombat. Bon, là, c'est peut-être même pas la peine de trop penser à continuer à faire de l'agriculture. Par contre, il y a d'autres zones, par exemple le vallon d'Ambandi, qui est toujours encore cressonnier.
je ne conseille pas beaucoup aux gens d'aller construire leur maison là, parce qu'ils sont sûrs d'avoir les pieds dans l'eau assez vite. Hein. Donc voilà, il y a peut-être des zones à préserver et des zones sur lesquelles on peut dire, bon ben, ok, là, on utilise ces endroits-là pour faire de la briqueterie, pour faire d'autres activités. Excusez-moi, j'étais un peu longue. Non, merci Christine. Je pense que tu as déjà répondu aux questions. Non, juste une anecdote. Effectivement, les gens continuent de parler de DDT. Donc moi aussi, quand je les rencontre, c'est du DDT qu'ils utilisent, mais évidemment, c'est d'autres produits un peu génériques, etc., comme il n'y a pas d'étiquette. Mais quand même, j'en profite pour souligner l'existence d'initiatives qui, justement, essayent de travailler avec des pratiques agroécologiques, etc., en périurbain. Il y a des projets notamment soutenus par l'Union européenne, des ONG comme AgriSud ou FERT, etc., qui sont en train de développer des filières alternatives. Il y a quelques points de vente maintenant ici à Tana qui permettent de s'approvisionner directement en fait, auprès des producteurs, c'est des filières courtes, et d'acheter des produits qui a priori justement ont été cultivés selon des itinéraires techniques qui sont exempts ou qui utilisent un minimum de pesticides. C'est souvent une question vraiment d'information aussi. Il y a beaucoup de producteurs, on les voit, il n'y a aucun équipement de protection. Bon, c'est les mêmes problématiques souvent. Hein, donc souvent, ils n'ont pas de pulvérisateur. Donc c'est avec une petite branche de riz qui secoue comme ça. Donc ils en ont sur eux, etc. Donc voilà, il y a des conséquences aussi en termes de santé publique pour les producteurs eux-mêmes, sans parler des conséquences environnementales. Mais c'est difficile à chiffrer parce qu'on n'a pas vraiment plus de données que ça. Donc voilà. Et il y a un organisme, oui, au niveau du ministère de l'Agriculture, si je ne me trompe pas, c'est la DPV qui est en charge. Mais c'est toujours les problèmes. D'abord, c'est complexe. Hein, je veux dire, dans tous les pays, c'est quelque chose de complexe. Et c'est souvent un problème de moyens aussi. Donc je pense que voilà, il y a des choses à faire en tout cas, mais il y a des initiatives aussi en cours, et au niveau des ministères, et au niveau des bailleurs et organismes d'appui pour travailler sur ces questions. Donc, voilà. Merci Christine.